Bonjour, en tout cas, bonsoir, bienvenue dans votre émission, en tout cas, La Réunion Léla. La semaine dernière était une semaine de 4 jours, cette semaine est une semaine de 3 jours. Alors, pour les amateurs ou les professionnels des ponts, c'est sans aucun doute la plus belle semaine de l'année. Voilà pourquoi. Alors, dimanche, bien sûr, on ne travaille pas. Lundi est ouvrable. Le mardi 8 mai est férié. Le mercredi 9 mai, on travaille. Le jeudi 10 mai est férié parce que c'est l'Ascension. Le vendredi, on travaille de nouveau. Et juste après, c'est le week-end. Vous avez 3 opportunités, même 5 d'ailleurs, à faire un pont en espérant qu'il y ait des génies dans le civil. Alors, en tout cas, faites-vous plaisir et vous pouvez choisir le pont que vous voulez. Notre premier invité de la semaine ne va pas faire le pont. Lui, il est professionnel dans la construction de passerelles entre les humains. Je reçois Cyril Arbeau, directeur du pôle gérontologique de Roger André de la session Père Favron. On est dans Gadiam réunionnais. Cyril Arbeau, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé le chemin assez facilement. Alors, la question, c'est d'abord, Père Favron a fêté ses 20 ans, je crois. Non, 70 ans. 60, comme quoi, j'ai rajeuni le Père Favron. Hein. Il serait content. Oui, c'était il y a quelques C'était l'année dernière, les 70 ans de la Fondation. Et il y a quelques semaines, nous avons fait une conférence sur l'humanitude au musée Stella Matutina à Saint-Leu. D'accord, donc je me suis trompé, c'était bien comme quoi Guy Leblond ne me donne pas toujours la bonne information. Moi, je pensais que c'était l'anniversaire, c'était il y a quelques semaines. Non, c'est une conférence. Non. D'abord, c'est qui Père Favron ? Père Favron, c'est un monsieur, donc c'est un prêtre qui, dans les années 70, s'est occupé donc de récupérer des fonds pour œuvrer, pour faire une création charitable envers les personnes désœuvrées et les personnes âgées, les personnes handicapées. Parce que c'est devenu un mot commun, tout le monde dit, mais peu de gens savent, et y compris moi d'ailleurs, qui était le Père Favron. Quoi. Oui, oui. Là, cette fondation, aujourd'hui, elle fait quoi ? Comment elle fonctionne ? En fait, la fondation, c'est plusieurs pôles. C'est un pôle handicap et dépendance, c'est un pôle handicap et insertion, c'est des pôles personnes âgées, des pôles gérontologiques, comme on les appelle aujourd'hui, donc qui œuvrent pour et prennent en charge donc, plusieurs publics d'usagers, plusieurs bénéficiaires, dans le cadre du champ médico-social. D'accord. On est sur, aujourd'hui, combien de 4 pôles. 4 structures. 4 structures, non, environ une quarantaine de structures et de services pour les personnes handicapées et âgées. Ah, ça fait quand même beaucoup de monde qui travaille au sein de la Fondation. Pas loin de 3000 bénéficiaires. Je parlais de personnes employées au sein de la Fondation. Alors, environ 1600. Ah, quand même, hein, c'est énorme. C'est une grande dimension, grande fondation. Alors, on va parler de votre pôle gérontologique, parce que le mot m'a toujours surpris d'ailleurs. Gérontologique, ça vient de gériatrique. Donc, c'est tout ce qui est dans le champ de la personne âgée. Donc, le pôle gérontologique Roger André donc, est composé de 3 EHPAD, donc des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un service également, donc une plateforme de répit pour les aidants. Et 2 accueils de jour pour les personnes démentes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc tout ça, c'est sur le sud, entre l'entre-deux, la Ravine des Cabris et Saint-Pierre. D'accord. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce genre, ce pôle de gérontologique ? Alors, dans le pôle gérontologique, notamment dans le cas des EHPAD, donc on prend en charge des personnes âgées dépendantes, soit qui ont des problématiques de dépendance ou des problématiques liées à la maladie d'Alzheimer. Dans les accueils de jour, on prend en charge des personnes qui sont, dans le cadre d'une journée, dans des activités thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et sur les plateformes de répit, donc c'est de l'accompagnement pour les aidants, à domicile ou dans nos structures. Donc c'est des ateliers de bien-être de répit pour les aidants, ce qui est indispensable quand on prend en charge une personne âgée à domicile. Comment aujourd'hui sont mis en place les protocoles, comment sont mis en place les procédures pour prendre en charge justement les personnes âgées en perte d'autonomie ou dans une réelle dépendance ?
C'est bien là, justement, notre objectif, c'est de retravailler sur une dimension, on va dire, sur une approche différente dans le cadre de nos EHPAD, des établissements d'accueil, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est revoir la manière de travailler, c'est revoir l'approche, c'est essayer de travailler sur des projets, un projet d'établissement un petit peu innovant qui s'appelle l'Humanitude, où on essaye justement de mettre en lien les histoires de vie de la personne, notre organisation, nos valeurs, mettre tout ça un petit peu en harmonie et retravailler sur une approche bienveillante autour des personnes âgées. Il y a quelques semaines, il y a eu une conférence à l'Université de La Réunion, Bien vieillir. Aujourd'hui, c'est quoi bien vieillir, quel que soit l'endroit où on se trouve? Bien vieillir, c'est surtout, c'est beaucoup de prévention. Maintenant, on rentre dans nos établissements, je veux dire, de plus en plus tardivement. Dans les années 70-80, c'était la fin de l'ère des hospices. Ensuite, on a évolué vers les maisons de retraite. Aujourd'hui, on est dans des EHPAD. Donc on a passé le lien, on a passé le pont avec la médicalisation. Et donc, on rentre maintenant dans des sphères de plus en plus médicalisées. Si on fait d'un point de vue purement sociologique, on est passé des hospices. On va dire c'est là qu'on mettait les gens dont personne n'en voulait plus, oui. On ne s'occupait pas vraiment. Une forme de mouroir quelque part. On est passé aux maisons de retraite. Là, on a essayé de se dire que nos personnes âgées méritaient un peu plus de respect sur leur fin de vie. Et quelque part, on a fait de l'occupationnel. Aujourd'hui, on est vraiment dans le médical, surtout avec les EHPAD. Le changement est lié aussi aux politiques publiques où on veut absolument maintenir à domicile les personnes âgées. C'est pas pour critiquer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont très bien chez elles. Mais la problématique du maintien à domicile, c'est que il y a des limites. Quand la personne, par exemple, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça devient très difficile de maintenir à domicile des personnes démentes, déambulantes dans un appartement ou dans des cases. Ouais. Donc, on accueille maintenant dans les établissements, si ce n'est pas des problématiques liées à la maladie d'Alzheimer, ce sont des personnes très dépendantes, très dégradées. Donc, on a maintenu le plus longtemps possible à domicile et on rentre dans l'institution quand c'est plus possible. Et finalement, cette médicalisation et ce changement fait que nos établissements deviennent maintenant vraiment des lieux de fin de vie. Et c'est là où il faut absolument que nous, on travaille sur une autre approche, où ce ne soit pas des lieux de fin de vie, mais des lieux de vie à part entière. Lieu de vie, lieu de fin de vie, on parle aussi de... Pour certaines personnes, à un moment donné, on voit, surtout pour les aidants qui s'occupent des personnes à domicile, à un moment donné, et souvent les aidants sont des proches de ces personnes en perte d'autonomie, parfois dans une grande dépendance ou atteinte d'Alzheimer, on voit la souffrance. Souvent, l'aidant meurt avant la personne oui, c'est vrai. Dont il s'occupe. C'est vrai, il y en a beaucoup qui partent avant, de fatigue, d'épuisement. Il y a telle souffrance que c'est incroyable. C'est pour ça que le domicile a une particularité pour que les personnes soient dans leur... C'est un bien-être d'être chez soi. Tout le monde préfère vivre et mourir chez soi, entouré de ses biens, de sa famille. Mais la problématique, c'est que justement, quand les personnes deviennent très dépendantes, il y a beaucoup de prise en charge et l'aidant ne peut pas tout faire. D'une part, il y a ça, et donc le maintien à domicile a ses limites, l'aidant a ses limites. Aujourd'hui, comment trouver un juste milieu entre le maintien à domicile avec ses limites et l'EHPAD qui souvent, c'est 2 000 € par mois voire en plus. Moyenne, voire plus. Et comment trouver? Parce que quand on sait les retraites aujourd'hui... Eh bien, c'est bien là le débat, justement. C'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde s'attelle à trouver des solutions palliatives à ces accueils en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Les EHPAD, c'est un modèle qui est, je le crois, lui aussi en fin de vie. Parce que maintenant, je pense que les seniors, le public a d'autres attentes, d'autres besoins. On le voit, les seniors aujourd'hui sont prêts à plus facilement à quitter leur maison, à intégrer des structures plus adaptées à leur vie, oui. À leur âge, à leur mobilité. On le voit, c'est vraiment des choix. Et d'ailleurs, on voit aussi les promoteurs immobiliers se lancer dans sur ce marché. Faire des maisons, faire des appartements pour les seniors, donc une vie, j'allais dire des habitations collectives, pour que ces personnes aient des espaces plus réduits, plus fonctionnels et surtout
je dirais, où ils sont heureux et ils continuent à vivre. Tout à fait. Je pense que, si vous voulez, les EHPAD, c'est une émanation des hospices des années 60-70. Ce schéma, ce mode de prise en charge a ses limites également. Les besoins en termes pour les publics seniors, maintenant, c'est de vivre dans leurs appartements. Et justement, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on part un petit peu sur une page blanche où il faut ramener un peu tous les acteurs autour du BTP, de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, des associations également de personnes âgées, pour travailler sur un nouveau modèle qui est un petit peu le pendant que vous expliquez, des appartements, on va dire, seniors, adaptés dans des locaux adaptés, avec de la connectivité, des connexions hyper connectées, de la détection, des choses comme ça. Et puis aussi tout un pan de prise en charge à domicile, mais là aussi un peu plus, on va dire, plus calibré, où on a, si vous voulez, tout le panel d'une offre qu'on retrouve aujourd'hui en EHPAD. Le repas, le ménage, les soins infirmiers, les soins d'aide-soignants, mais tout ça regroupé sur une seule entité qui vient dans ces établissements, dans ces appartements. On voit qu'il y a aussi une volonté de mutualiser les coûts, là. Justement, quand on a aujourd'hui des coûts en EHPAD à 3 000 €, là aussi, c'est un facteur de ralentissement d'entrée en institution. Hein. Les familles, ces problématiques financières font qu'on retarde aussi le plus longtemps possible l'entrée en institution. Et justement, aujourd'hui, construire des appartements adaptés à un public, je dirais, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle aussi les personnes âgées aujourd'hui la silver economy, l'or gris. La question aujourd'hui, comment faire en sorte que ça, parce que ça va être sélectif, il y a ceux qui peuvent payer, il y a ceux qui ne peuvent pas, et parfois ces logements adaptés aux personnes âgées ont un prix, ont un coût, et tout le monde ne peut pas se permettre. Les opérateurs de ces appartements SHLMR, un type de ce genre-là, sont en train aussi de réfléchir par rapport à offrir une offre pour ces personnes qui sont en difficulté financière. Parce que la question est toujours la même, c'est comment financer, comment travailler, faire en sorte que... Parce que la qualité de l'habitat dépend aussi des moyens qu'on peut mettre dedans. Et on voit que parfois, il y a aussi des personnes qui restent dans leur misère. Oui, mais il y a aujourd'hui des réflexions chez les promoteurs HLM de travailler justement sur une offre plus adaptée pour ces personnes-là, pour ces publics. Dans le pôle gérontologique dont vous êtes le directeur, quelles sont les missions que vous menez et justement, comment vous travaillez sur ce genre de thème ? Alors justement, donc là, on est en train de retravailler, redynamiser l'approche par rapport à ce changement de paradigme, ce changement d'usager, cette mutation en fait des personnes âgées. On essaye de mettre en place des projets institutionnels, des projets d'établissement qui reprennent un petit peu les histoires et les habitudes de vie des personnes âgées. On essaye de mettre en place, si vous voulez, une réflexion où c'est l'établissement qui se soumet aux besoins du résident et pas le contraire. Dans beaucoup d'établissements, quand une personne âgée rentre, elle doit se soumettre à l'organisation de l'établissement, c'est-à-dire qu'on la lève à telle heure, on lui donne le repas à telle heure, on la douche à telle heure. Aujourd'hui, nous, on essaye de s'adapter par rapport à ses habitudes et ses envies. Et c'est là où, justement, on essaye d'être bienveillant, bien traitant, où on transforme un petit peu l'établissement sur une autre approche, une autre dynamique. Et aujourd'hui, comment on doit travailler entre autres la Fondation Père Favon, il y a d'autres structures également qui sont sur cette posture. Comment travailler dans la perspective de 2030, je crois, on annonce pour 2030 225 000 personnes âgées à La Réunion. Comment vous vous préparez à recevoir le plus grand nombre ? La problématique, c'est que nos établissements sont soumis à des autorisations. Les autorisations sont délivrées par l'Agence régionale de santé et conjointement par le département. Et aujourd'hui, il y a 1 ou 2 établissements qui vont sortir dans les 3 prochaines années
Donc il va y avoir une liste d'attente qui va malheureusement s'accroître et s'allonger. Donc nous répondons, si vous voulez, par rapport à la demande des institutions, des financeurs, mais c'est vrai qu'il y a un réel besoin d'établissement. En restant dans la démarche dont vous parlez, comment les personnes âgées, dépendantes ou pas, peuvent bien préparer leur retraite, bien préparer cet après, en disant que voilà, on a mis soit de l'argent de côté, soit on a une petite maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se dire on a bien préparé sa retraite ? Je pense que c'est de la prévention, comme on expliquait tout à l'heure. La problématique aussi, c'est qu'on est lié aussi à des accidents de la vie. Donc une chute, ça peut changer la donne par rapport à une petite personne âgée, une petite grand-mère. L'arrivée de la maladie d'Alzheimer, ça peut aussi être un drame pour des familles. Donc beaucoup d'aidants ne sont pas préparés justement à cette. Il y a beaucoup de familles surtout qui ne sont pas préparées. Beaucoup de familles ne sont pas préparées. Avant que de se rendre compte que la personne souffre de la maladie d'Alzheimer, il faut du temps. Parfois, il faut accepter. Non, je veux dire, déjà de le découvrir. Oui. Pour avoir travaillé un petit peu sur ce dossier, je veux dire, ils mettent du temps parfois à se rendre compte que la personne qui C'est un déni. Aussi, c'est un déni. C'est-à-dire qu'on refuse de voir que la personne change, est en train de vieillir, de se dégrader, et qu'il y a un changement. Et pour les familles, c'est très difficile à accepter. Et justement, là aussi, on a l'impression qu'il y a toute une préparation à mettre en place, aussi bien dans de reconnaître les symptômes de la maladie d'Alzheimer, de pouvoir détecter les éléments qui font qu'on va peut-être se dire il y a peut-être un problème, il faut qu'on aille voir un médecin. Il y a tout un protocole, je pense, qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Et le paradoxe, c'est aussi de préparer les gens avant même de prévenir, avant de guérir. De la prévention, de l'information. Je pense que ça fait partie aussi des éléments le contexte qu'on doit revoir aujourd'hui par rapport à ce raz-de-marée de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et le manque d'institutions en capacité d'accueillir ces gens-là. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, la population, le public, a conscience qu'il faut aujourd'hui préparer? Il y a un défaut d'information, c'est vrai. Il y a un défaut aussi de détection de ces personnes-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de l'accueil de jour. Donc, ce sont des institutions, des locaux où on accueille sur une journée des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On s'occupe du transport. Elles viennent passer la journée dans l'établissement. On a une équipe qui s'occupe d'elles, avec des ateliers différents sur toute la journée. Donc ça peut être une solution palliative également aussi par rapport à ces familles qui sont dans la difficulté d'accueillir une personne dépendante de Alzheimer. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut beaucoup d'occupationnels en tout cas. Beaucoup d'occupationnels parce que ce sont des personnes qui déambulent toute la journée, donc il faut qu'on s'occupe d'elles. Et j'ai vu travailler, d'ailleurs, y compris sur la structure de Père Favron à Saint-Pierre, on voit les personnes qui vont chez les malades, comment mettre en place des petits jeux, comment mettre en place pour solliciter, non pas pour guérir, mais au moins pour ralentir un peu la progression de la maladie. On voit que parfois ça passe par beaucoup de temps, Il faut de la douceur. Le stress, l'énervement accélère, multiplie par 2, par 3 la maladie. Donc tout ce qui est lié à ramener du calme autour de la personne a un bénéfice, c'est un plus pour la personne. D'accord. Alors, on va terminer là-dessus. Il va me rester 1 minute, je crois. La question, c'est, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on soit tous, je dirais, pour avancer ensemble, pour travailler ensemble, aussi bien la famille que le corps médical, que tout ce qui est paramédical? Clairement, c'est que les politiques publiques prennent la mesure et la dimension de la problématique et qu'on ait des moyens à la hauteur pour pouvoir prendre en charge des personnes âgées dépendantes. Ça, c'est un grand problème. Vous avez vu, ça fait l'éclat dans l'actualité. Le système autour des personnes âgées dépendantes manque cruellement de moyens, et les équipes sont en difficulté par rapport à cette problématique. Merci. Cyril Arbaud, donc directeur du pôle gérontologique Roger André, donc du Père Favron, de la Fondation Père Favron, pour toutes ces informations. On aura l'occasion de se revoir. Je crois que c'est au mois de septembre, je crois, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus et de voir un petit peu si on peut faire témoigner aussi les aidants
voir un petit peu comment parler de leur souffrance. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous pour toutes ces informations. Merci. Et j'espère que malgré le début un peu laborieux, on a fini par se parler.